Les gars, le leader là ce soir de la Ligue des Champions, c'est Aston Villa, mon cher Julien, la seule équipe à avoir gagné ces 3 matchs. Demain, il peut y en avoir d'autres. Hein. Brest, par exemple. Aussi, sait-on jamais. Mais Brest n'a pas joué le Bayern Munich, et notamment dans ces 3 matchs, dans ces 3 premiers matchs. Bon, donc du coup, je voulais que tu nous dises un mot d'Aston Villa quand même, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça fonctionne aussi bien. Non, c'est vrai, t'as raison. Alors après, ils ont joué les Young Boys pour commencer. Même à l'extérieur, c'était le match parfait finalement pour retrouver la C1 ou la Ligue des Champions maintenant, ou la Coupe d'Europe des clubs champions qu'ils avaient gagné en 82, la dernière fois qu'ils étaient, enfin 83, la dernière fois qu'ils étaient dans cette compétition-là. Je pense que c'était parfait. Ils ont eu 15-20 premières minutes un petit peu nerveuses, et puis après, ils ont déroulé, ils étaient largement supérieurs. Et je pense que cette première victoire aussi les a libérés dans un sens. Après, il y a le Bayern à domicile où on en a déjà parlé beaucoup de fois, mais voilà, ils gagnent, ils jouent bien, ils gagnent sur un but où Manuel Neuer fait un peu n'importe quoi, mais voilà, de John Duran qui était titulaire ce soir et qui marque encore, lui qui était le super sub européen de ce début de saison. Maintenant, il est capable aussi, en étant titulaire, de marquer un but très opportuniste, de vrai numéro 9 des surfaces. Même si Bologne a fait des bonnes choses, et tout n'a pas été parvait pour Aston Villa, et d'ailleurs ils ont parfois même été sous pression. Oui, c'est pas délirant de voir que Aston Villa bat Bologne à domicile, quoi. Non, mais tu sais, Villa, c'est pas délirant non plus cette saison en championnat. Ils ont qu'une défaite contre Arsenal à domicile, mais ils ont été menés 2-0 par Everton. Ils ont régulièrement été menés en championnat, mais à chaque fois, ils ont ce caractère. Ils ont Là, ils ont tiré profit au max de leur calendrier dans la Ligue des Champions. Le Bayern à domicile. Oui, non, mais il y avait les 2 matchs. Le Bayern, en fait, Monaco aurait pu faire exactement le même parcours. Monaco a battu le Barça, ce qui était un peu comme Aston Villa a battu le Bayern, et à côté de ça, il y avait 2 matchs faciles. Et Monaco a pas réussi à le faire à Zagreb, mais ils auraient pu être main dans la main avec Aston Villa, avec un bilan pareil, quoi. Ils ont réussi à faire fructifier les matchs contre les chapeaux 3 et 4 en ayant gagné contre un chapeau 1. Non, mais la vraie question, c'est le boss était là, le prince William était là. Il n'était pas là, je crois, non. Mais non. Pas ce soir. Il vient que pour les gros matchs. Non, Ligue des Champions, il vient. Bayern, il était là. Ligue des Champions, il vient tout le temps. Oui, mais parce que c'était le Bayern. Non. Il était devant la télé avec le fiston, alors. Il a autre chose à faire. Il va serrer des mains à droite à gauche, faire des câlins. Généralement, il rate pas Aston Villa en Ligue des Champions avec le fiston. Là, ils viennent tous les deux. C'est vrai. Et Unai Emery. Attends, juste avant qu'on a 25e victoire en Ligue des Champions. Je crois que c'est simplement le 5e entraîneur espagnol de l'histoire à arriver jusque-là. Donc voilà, chapeau quand même. Un mot de Bologne, Johan, qui pour l'instant n'est pas glorieux, que ce soit en Serie A comme en Ligue des Champions. Ils ne sont pas là pour être brillants, hein, Bologne. Ouais. Alors moi, ce qui m'inquiète plus, et on en a parlé lundi soir dans les drôles de dames, c'est le parcours en championnat. En Ligue des Champions, pour l'instant, j'ai vu à aucun moment qu'ils étaient ridicules. Que ce soit Liverpool ou à Villa ce soir. Le petit faux pas, c'est le match nul contre le Shakhtar à domicile où ils doivent le gagner 100 fois. Mais autrement, c'est compliqué. Ça sera une des thématiques globalement de la saison parce que j'espère vraiment que les dirigeants italiens regardent les matchs de Ligue des Champions et qu'ils se rendent compte que ça va pas assez vite en Italie, qu'on joue trop à la baballe, que dès qu'on rencontre des équipes qui te rentrent dedans, t'es en difficulté. Que c'est pas parce que tu as terminé les 2 dernières années aux premières et deuxième places du ranking UEFA que tu es déjà arrivé et que tu es de retour comme dans les années 80-90 et tu domines le football européen. Et Bologne, ils se sont fait rentrer dedans. Voilà. En fait, Italiano était un peu frustré parce que oui, il y a eu des bonnes choses de fait. Ils ont même eu des occasions de marquer en première mi-temps. Dalingra qui rate encore une assez grosse occasion. En deuxième mi-temps, il y a une tête sur la barre de Boykema sur un coup de pied arrêté. Mais en fait, quand tu regardes calmement la rencontre, Villa, ils sont meilleurs techniquement, ils sont plus denses physiquement, ils vont plus vite, ils bougent plus. Donc, quand tu fais cette analyse-là, c'est logique qu'ils gagnent. Ils sont meilleurs en tout. Alors, parfois, ça peut aller de ton côté. Tu peux réussir, malgré la différence de niveau, à gagner un match. Mais pour moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est logique. Enfin, le résultat est tout à fait logique par rapport à la prestation. Ils sont juste moins bons en tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont catastrophiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que Bologne, aujourd'hui, évidemment, c'est une réalité qui est très différente d'Aston Villa en Coupe d'Europe et qu'ils ne sont pas en mesure d'être à ce niveau-là. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont été catastrophiques. Ils ont fait montrer un beau visage comme ils avaient montré un beau visage à Liverpool. Mais ce n'est pas suffisant. Ils ont pas le niveau pour le moment. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois.
Il est minuit 19, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, les drôles de l'âme également. On va parler de Juventus Stuttgart. Attention, théorie Kevin Diaz sur les pénaltys. Il y en a eu beaucoup arrêtés ce soir. Donc Kevin, nous t'écoutons. Bah écoute, la théorie elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, avec l'envergure des gardiens, il sera de plus en plus difficile de marquer un penalty. À l'époque où il y avait encore des gardiens d'1m80. Je veux dire, quand Jérémy Janot était gardien, c'était plus facile de marquer que quand tu prends des mecs de 2 mètres. Tu regardes par exemple Anthony Lopez, tu regardes aussi même Hugo Lloris. C'est pas si petit que ça, Lopez, attention. Ouais, mais il fait pas plus d'1m85. À partir du moment où tu as des gardiens qui font entre 1m90 et 2 mètres, les mecs, aujourd'hui, avec l'explosivité qu'ils ont, s'ils choisissent le bon côté et que tu tires pas dans le tiers haut du but, c'est pour ça que pour moi, je dis jamais qu'un gars qui tire au-dessus, c'est un penalty mal tiré. Parce qu'aujourd'hui, la seule façon pour être certain de marquer un penalty statistiquement, c'est de marquer dans le tiers haut du but. Forcément, tu as le risque de le mettre au-dessus, mais maintenant, quand tu tires à droite, souvent aujourd'hui, je vois des commentateurs qui disent « Oh, c'est bien tiré, parce que le pénalty est marqué ». Mais pas du tout. Il y a des pénaltys qui sont marqués, ils ont juste jeté la pièce en l'air. Il y a des pénaltys qui sont marqués. Et notamment Mo Salah, qui est un joueur qui tire pour moi très mal les pénaltys, puisque souvent, quand le gardien part du bon côté, il l'arrête. Ou alors, tu as Neymar qui là, c'est masterclass, et je regarde où tu vas, et boum, je le mets de l'autre côté. Mais pour moi, Neymar, cadrer, ça ne suffit plus. C'est très moche, par contre. Oui, mais par contre, pour moi, cadrer un penalty, ça ne suffit plus pour dire qu'il est bien tiré. Voilà, donc, parce que notamment dans le match Juve-Stuttgart, évidemment. Il y a eu 3 pénaltys ratés ce soir. Voilà, arrêtés par la gardien. Démarrons par Stuttgart, Polo, parce que c'est Stuttgart qui gagne. Voilà une équipe qui va bientôt affronter Paris, d'ailleurs. Et je dis depuis le début, Stuttgart à Stuttgart, ce ne sera pas une promenade. Polo. C'est déjà une superbe opération comptable ce soir parce qu'on est resté sur la performance contre le Real Madrid et la défaite, mais on a oublié de parler lors de la J2 du match le plus pitoyable de Stuttgart cette saison et le match nul à domicile contre le Sparta de Prague. Donc dans cette fameuse liste de courses, il fallait prendre les 3 points contre le Sparta de Prague, ils l'ont raté, ils l'ont récupéré ce soir. Ils sont même maintenant théoriquement un point d'avance sur un parcours théorique. J'ai été extrêmement surpris évidemment de la performance de Stuttgart puisque depuis quelques semaines c'est pas ça, notamment en championnat. Rappelons qu'ils viennent d'en prendre 4 au Bayern ce week-end, même si je trouve que c'était un petit peu sévère. Là, je suis d'autant plus surpris que moi je suis resté sur la performance de la Juve à Leipzig et je me dis ils vont se faire croquer ce soir vu le fait qu'ils sont pas dans un good mood. Et évidemment il s'est passé, je sais pas pourquoi, l'inverse, domination quasi totale de la première à la 90e minute, un Stuttgart qui a envie de jouer, mais ça c'est Sébastien Nunes, c'est pas nouveau. Il trouve le moyen de trouver un poteau, il y a un but refusé, peut-être que dans un autre temps on l'aurait pas refusé. Il y a un carton rouge, penalty raté de Millau, et finalement, alors que la soirée, on se disait, était presque terrible pour Stuttgart, alors qu'il méritait de l'emporter, et il marque via Touré, un ancien de la Serie A, pendant les arrêts de jeu. Donc c'est une superbe opération. C'est une superbe opération et je ne pensais pas à Stuttgart capable d'élever son niveau de jeu comme ça contre la Juve. Le Stuttgart de l'année dernière, oui, celui de cette saison et qui a envie parce qu'il a encore joué avec 2 attaquants, Undav et Demirovic, donc Millau se retrouve côté droit. Donc ça, il était bon le fils de Benoît Millau là. Il a raté un péno. Ce soir, il rate un. Non, en fait, il fait des belles choses et il a raté parfois le plus facile. Ça reste un bon joueur. Oui, je dois en parler depuis 2 ans. Bien sûr. Donc la question, c'est encore une fois superbe opération. Je m'attendais pas à une victoire comme ça. Je savais que ça allait être une soirée compliquée pour les clubs allemands. Moi, j'ai adoré. J'ai pas reconnu la Juve, quoi. Voilà. Johan. Moi, je trouve Polo très gentil avec la Juve. Je pense que si c'est Allegri qui était à la tête de la Juve ce soir, j'aurais été très sévère avec la Juve. Donc, je vais l'être ce soir. C'est un match pitoyable. Catastrophique, clairement pas digne du niveau de la Juve, clairement pas digne du niveau Ligue des Champions. Alors, l'avantage, c'est que avec Thiago Motta, on a vu aussi beaucoup de bonnes choses, donc c'est pas habituel. Donc, on va dire que c'est une mauvaise soirée et que le travail qui est fait depuis le début de la saison, même si c'est pas encore extrêmement génial, mais en Serie A, tu affrontes des blocs qui jouent à 10 derrière, c'est toujours un petit peu plus difficile de faire la différence. Or là, c'était vraiment pas le cas. Donc on va dire que c'est un accident de parcours de la Juve en ce début de saison, mais c'était vraiment pas bon. Il n'y avait pas de mouvement, ils n'avaient pas le ballon, ils avaient du mal à le récupérer. Quand ils le récupéraient, ils le perdaient rapidement. Techniquement, ça a été très compliqué. Ça a été très mauvais techniquement. Voilà, il y a un concert de passes ratées, de contrôles ratés, d'ouvertures ratées,
combinaisons ratées. C'est vraiment, ça a été, mais ça a été à regarder, c'était un supplice pour moi. Vraiment, Comment t'expliques là il y a eu des moments très intéressants dans le début de cette saison, d'autres moins bons. On sait plus trop quoi penser là de l'équipe. En fait, c'est pas illogique quand tu changes de projet avec beaucoup de joueurs à intégrer, avec un nouvel entraîneur qui a des idées totalement différentes. Tu sais très bien que, en tout cas, c'est les entraîneurs qui l'expliquent. Et il y a pas mal de joueurs qui sont peut-être pas top non plus quand même. Hein. Non, ça je sais pas, mais disons que dans ces débuts quand tu inities quelque chose, beaucoup d'entraîneurs t'expliquent que c'est souvent les montagnes russes les premières semaines. C'est que tu as des moments où tout va bien se passer et des moments où ça va être un peu un retour en arrière, une sorte de un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est un peu ce qu'on voit avec la Juve de Motta en ce début de saison. Il a été interrogé, Motta, à la fin du match par Capello notamment, en disant bon, il n'y a que Vlahovic devant, vu que Milik est sans arrêt blessé. Est-ce que c'était un choix fait avec vos dirigeants de n'avoir qu'un seul attaquant? Parce que normalement, les grandes équipes, ils ont au moins 3 ou 4 attaquants. Et Motta a dit tout ce qui a été fait cet été a été en accord avec les dirigeants. Mais effectivement, ils ont choisi de se concentrer beaucoup sur le milieu de terrain. Ils ont refait totalement le milieu de terrain. Mais tu te retrouves avec la blessure de Bremer avec 2 seuls défenseurs centraux. C'est un problème. Enfin, avec 3, puisque Danilo est adapté, puisque c'est plus un défenseur central de défense à 3, et quand c'est une défense à 4, il est en difficulté, on l'a vu ce soir. Danilo étant suspendu, il a été expulsé ce soir, sera suspendu pour les prochains matchs. Tu n'as plus que 2 défenseurs centraux à aligner, donc il n'y a pas trop le choix. Et offensivement, effectivement, il te manque au moins 1 ou 2 attaquants. D'ailleurs, même sur les côtés. Il y a des blessés, évidemment, il n'y a pas Nico Gonzalez, il n'y a pas Coop Miners, donc il y a aussi des blessés. Mais ce soir, pour moi, et Motta le disait, ça ne peut pas être une excuse. Et Motta, là où c'est bien, c'est que lui, quand il vient derrière le micro, il n'essaye pas de t'enfumer, il te raconte les choses telles qu'elles sont. Et ce soir, il te dit, on n'a pas réussi à leur piquer le ballon alors que c'était notre volonté, on n'a pas été bon à la récupération, on n'a pas été bon pour se créer des occasions, c'est ma responsabilité, on doit travailler. Voilà en substance le message de Motta. Et je trouve que c'est exactement le message qu'il doit avoir, c'est-à-dire être lucide sur ce que a fait son équipe et en demander beaucoup plus à ses joueurs parce qu'ils sont capables d'en faire plus. Arsenal, Julien qui bat le Shakhtar, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ils ont gagné déjà, ça fait du bien après la défaite à Bournemouth, qu'ils n'ont pas pris de carton rouge cette fois, ça fait du bien aussi parce que 3 fois en 8 matchs de championnat, ils avaient pris un carton rouge, donc c'est bien. Ils ont fait une bonne première période, j'ai trouvé, et puis après, la seconde période, c'était un peu plus compliqué. Comme souvent, je pense quand ils veulent trop contrôler les rencontres, au lieu de continuer à les presser, continuer à être un peu le rouleau compresseur, à mettre les adversaires sous pression. On l'avait vu un peu contre le PSG, on en avait parlé déjà, qu'ils avaient juste à 2-0 à la pause voulu fermer boutique. Je veux bien le comprendre, je pense qu'ils sont assez forts pour pouvoir le faire, très bien. Hein. Mais ce soir, quand tu mets pas le deuxième but et il y a qu'un 0, que tu rates un penalty, que tu rates beaucoup d'occasions et qu'en face, au final, ils n'ont plus rien à jouer sur les 15 dernières minutes, donc ils vont vers l'avant et puis ça peut tourner en leur faveur. Il y a un bel arrêt de David Raya à la fin et tu peux faire un partout et perdre 2 points et t'en vouloir vraiment. Donc là, ils ont gagné, très bien. Ils passeront à autre chose très vite. Ils ont Liverpool dimanche à domicile, donc ce sera un autre match. Mais voilà, dans la gestion de la rencontre, notamment après la pause, j'ai quelques points d'interrogation. Et puis il y a la blessure de Calafiori qui semble au genou sur un mauvais. Non. Je sais pas si, mais alors ça je sais pas s'il est retombé sa jambe un peu bizarre. Donc voilà, on ne sait pas encore si c'est grave ou pas grave, mais il a dû sortir et ça ce serait vraiment un gros coup dur parce qu'il a vraiment été très bon depuis qu'il est rentré dans l'équipe. Ça a toujours été le problème de Calafiori. Hein. L'année dernière à Bologne, Thiago Motta le gérait vraiment. Il y a des matchs où il jouait pas du tout parce que tu sais très bien qu'avec ce qui lui est arrivé au genou, il peut pas faire 90 minutes tous les 3 jours, il peut pas enchaîner les matchs toutes les semaines. Et il faut absolument le gérer. Et en plus, dans un niveau d'intensité comme la Première Ligue ou la Ligue des Champions, c'est encore pire. Hein. Que doit-on retenir de Milan-Bruges, Johan? Première mi-temps catastrophique, c'est un peu le thème de la soirée. Où Fonseca n'a pas décroché un sourire de la première mi-temps, même quand... à un moment, il a dû se sentir mal. Hein. Ouais. Surtout quand tu es à 11 contre 10 et que tu prends un but égalisateur très bien amené par Bruges. Et puis Fonseca, dans la continuité de ce que j'ai expliqué lundi, il s'est dit les statuts, on s'en fout, donc Léao dehors. Alors qu'il y a quand même une vraie thématique autour de lui et pas mal de pression autour de lui à ce sujet-là. Et bizarrement, première action après la sortie de Léao, Okafor déborde, centre en retrait, but de Reinders. Donc c'est pas pour dire que quand Léao sort, Milan ça va tout de suite mieux. Enfin, ça fait comme plusieurs fois que quand Léao sort, le Milan marche. De toute façon, Léao, à un moment, c'est un problème. Ça va. Lui, il est à 20% de performance. Et ensuite, à 11 contre 10, de toute façon, tu étais à 11 contre 10 depuis la 40e minute et le carton rouge à Onyedika.
Donc tu étais largement au-dessus, ça, il n'y a pas de souci. Une fois que tu mets vraiment le niveau d'intensité, le niveau de pressing suffisant et le volume de course nécessaire pour créer des décalages dans la défense regroupée de Bruges, bah, tu fais des différences. Ça, c'est finalement assez logique. Mais il a fallu l'entrée d'Okafor et de Chukwueze sur les deux côtés, qui ont vraiment dynamité avec beaucoup de 1 contre 1 et de différences faites. Et un doublé de Reinders qui, pour ceux qui se souviennent, et je pense que Kevin s'en souvient à l'Euro quand je disais mais pourquoi il tire pas plus au but? Il doit se projeter plus et tirer plus au but, prendre plus sa chance. Et ben ce soir, 2 tirs de but. Et puis Edgar, un mot de Gérone qui bat Bratislava 2-0. Oui, bah c'est la première victoire européenne, la première victoire en Ligue des Champions du club. Je pense que ça va être une grande fête là-bas parce que faut rappeler quand même que les 2 premiers matchs, c'est une défaite ultra cruelle contre le PSG dans les dernières minutes sur un but contre son camp. Et c'est une défaite à domicile face à Feyenoord qui n'était pas forcément méritée, où ils mettent 2 buts contre leur camp. Donc 3 buts CSC en 2 matchs, c'était les débuts catastrophiques en Ligue des Champions. Et à chaque fois, ils étaient pris. Il y avait des résultats qui n'allaient pas en leur faveur alors qu'ils auraient pu mériter mieux. Là, ce soir, c'est complètement mérité. Victoire de 0 contre le Slovan Bratislava et c'est mérité pour ce petit club qui, pour l'instant, avait montré des belles choses en Ligue des Champions, mais qui avait goûté à toute la cruauté, on va dire, du très 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 haut niveau.